et une Chine qui s'affirme comme puissance avec le risque de confrontation avec les États-Unis. Aujourd'hui, vous avez au Pentagone une horloge visible de tous les officiers qui servent au Pentagone qui décompte tous les jours jusqu'en 2027. Parce que pour les États-Unis, en 2027, la Chine s'empare de Taïwan et y rentre dans la confrontation. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement des analyses de renseignements. Vous avez la première puissance mondiale aujourd'hui qui affiche au cœur de sa défense un horizon 2027 et d'affrontements possibles. C'est pour moi les deux premiers éléments d'évolution de notre contexte qui vont définir les paramètres de notre sécurité. Et là, on arrive en 2026. 2027, c'est dans un an. Ouais, les gars, ils nous donnent des dates carrément. Le troisième point, bien sûr, et nous avions hier la visite du président Zelensky à Paris, c'est la guerre sur notre continent. Depuis maintenant presque 4 ans, et c'est pas un premier événement. C'est-à-dire que en 2008, la Russie décide d'attaquer la Géorgie. En 2014, elle s'empare de la Crimée. En 2022, elle relance une attaque en Ukraine en s'emparant de 4 régions qu'elle a quasiment conquises aujourd'hui. Donc quand on regarde ce film, 2008, 2014... Intéressant. Quand on regarde ce film, ouais, c'est dit en fait. Dans les mots, les choses sont dites. 2022, il n'y a aucune raison d'imaginer que c'est la fin de la guerre sur notre continent. Malheureusement. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça, et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. Dans la clash, t'avais posé une question. Es-tu libre? Es-tu vraiment libre? Libre de penser, mais quand tu penses, ne penses-tu pas que tu penses par la pensée, façonnée par ton état? Vu l'état des ébats, du schéma que je viens poser, on peut vraiment se poser des questions sur nos libertés. Se libérer, c'est faire tomber l'entrave économique et financière des hautes sphères qui gèrent les guerres et qui les créent quand elles n'existent pas. Pas à pas, tout le monde est manipulé, plus personne veut se libérer. Moi je vous vois tous craquer, dites-moi que je me suis trompé. À l'écoute de vos CD, je sais que tout le monde est décédé. Hey, hey. And the devil still fucked up out there. Moi je suis l'info de la guerre qui est en train de se tenir. Et comme Alex Jones, j'ai ma vision de l'avenir. Car je suis du présent empire. Le fascisme, la détérioration de la démocratie. Donc les deux sont liés quand il s'agit de survie. America, du haut de ma green card. Moi et mon gros chibre, on pisse sur votre Patriot Act. Et quant à l'Europe qui a 2 doigts de suivre, c'est sûr. Vu qu'ils noient leur histoire pour la sécurité de leur futur. Être libre, on est en sécurité nulle part. Vive libre, accroche-toi, va falloir l'espoir. Je continue mon tour d'horizon en quittant notre continent et en allant vers l'Afrique. En Afrique aujourd'hui, sur l'Afrique proche, on a naturellement toutes les conséquences du réchauffement climatique. Et tous les différentiels économiques qui font que la pression migratoire, les défis climatiques, les catastrophes naturelles vont se poursuivre et vont provoquer des éléments qui peuvent déstabiliser des États et induire des crises régionales potentiellement plus larges. C'est pas ça qui va nous protéger non plus des missiles si vraiment on veut faire la guerre à la Russie. Voilà, ni des vagues migratoires que la Russie pourrait organiser en traverse avec l'Algérie. Vous en avez souvent parlé. Absurde. Voilà, ni des vagues migratoires que la Russie pourrait organiser en traverse avec l'Algérie. La pression migratoire, les défis climatiques, les catastrophes naturelles vont se poursuivre et vont provoquer des éléments qui peuvent déstabiliser des États et induire des crises régionales potentiellement plus larges. Deuxième phénomène, peu de temps après le triste
la triste commémoration des attaques terroristes de Daesh à Paris. Aujourd'hui, les leaders terroristes qui étaient autrefois basés au Levant, Proche-Moyen-Orient et Afghanistan, aujourd'hui sont en Afrique. Ils sont en Afrique. Une Afrique dans laquelle le Sahara est profondément déstabilisé, avec de nombreuses juntes qui sont arrivées au pouvoir, qui n'arrivent pas à stabiliser la sécurité dans leur pays. Vous avez en ce moment à Bamako au Mali, vous vous souvenez, il y a 12 ans, nous intervenions au Mali pour éviter que Bamako tombe à la main des djihadistes. Aujourd'hui, vous avez des djihadistes qui empêchent l'approvisionnement en essence de la capitale. Avec une junte qui a fait appel à des corps expéditionnaires russes pour se protéger, pour essayer de rétablir une sécurité, ils n'y arrivent pas. En revanche, ils arrivent bien à préempter toutes les richesses du pays. Nous observons que les techniques des drones qui sont utilisés aujourd'hui sur notre continent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire la capacité à utiliser des drones en portant des charges explosives, cette technique est apprise par les groupes terroristes au Sahel. Donc il nous dit que les Daesh, Al-Qaïda, maintenant ils sont plus au Moyen-Orient, ils sont partis en Afrique et les mecs sont en train de se former à quoi? Ils sont en train de se former aux techniques des drones explosifs. Et là, le gars est en train de nous annoncer ça tranquillement. Il est en train de nous dire, voilà, Al-Qaïda, qu'on sait être une création américaine, Daesh, qu'on sait être aussi une création américaine et israélienne, et bien maintenant, ils sont en train de se former aux attaques de drones. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. So it's not a conspiracy theory, it's history. And it's history that's being repeated in Libya and now in Syria. But there is a bigger problem here, one that every American should be questioning. We're fighting al-Qaeda in Afghanistan, but we're also bombing al-Qaeda targets in Pakistan and in Yemen. And as we do that, something occurs known as collateral damage. Hundreds of civilians in Yemen have been killed in just the first half of 2012 by U.S. airstrikes aimed at al-Qaeda fighters. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. And we now are making up for a lot of lost time. So what you need to know tonight is heavy. Our government is bombing sites around the world in an ongoing war with al-Qaeda. In Iraq, where al-Qaeda had no presence before the U.S. war, al-Qaeda is now thriving. The same al-Qaeda, yes, created by the U.S. government in order to harm the Soviets. And today, at least 13,000 civilians in Afghanistan are dead as a result of that war with al-Qaeda. So with all respect to Ms. Fitzgerald from the Irish Times, this is not propaganda. Rather, it is the question that every American should be demanding answers on from Congress and from this president.
Why are we giving al-Qaeda fighters money and weapons to overthrow yet another government in the Middle East? Today, our government claims they're freeing the people of Syria. Tomorrow, if history tells us anything, we will be killing and wounding civilians in airstrikes and then referring to them as collateral damage in a war with an enemy who we brought to power. Et en parallèle de tout ça, on te ressort tous les documentaires sur Daesh. On est en train bien de remettre une couche de conditionnement dans la tête des gens en disant « Regardez, le terrorisme islamiste, il existe toujours. Il est toujours là, il est caché, il est derrière nous. » Vous avez fait le coup de Salah Abdeslam qui avait une clé USB dans sa prison. Il y a vraiment tout qui arrive en même temps. En fait, quand ces trucs-là, ils arrivent, le moujon, il capte pas. Il capte pas tout ça. Il capte pas qu'on est en train de lui reconfigurer le cerveau avec juste du média pour le préparer à accepter ce qui va se passer derrière. Eux, ils captent pas ça. Moi, quand je les vois, ces trucs-là arriver, je les capte direct. Je me dis, tiens, pourquoi d'un seul coup, tous les médias, ils se remettent à nous parler de Daesh? On nous avait dit que c'était fini, que c'était mort Daesh. D'un seul coup, ils se remettent tous à nous en parler. Et là, lui, il arrive et il vient conditionner bien le moujon aussi. Il nous dit carrément, bah voilà, les mecs, préparez-vous à des attaques de drones, en fait. Des attaques de drones explosifs qui viendront des mêmes de Daesh et qui viendront d'Afrique. Donc là aussi, sur notre rive sud, des phénomènes préoccupants pour notre sécurité. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'attaque préparée et organisée depuis le continent africain, mais il y a une évolution préoccupante des groupes terroristes, de leur emprise sur des régions entières. Et aujourd'hui, la pression s'exerce sur les pays côtiers de l'Afrique, niveau atlantique. Et on sait qu'on a aussi un problème sur la corne est de l'Afrique. Le Proche et Moyen-Orient, la situation n'est pas bonne non plus. Malheureusement, vous avez tous assisté à cette terrible attaque du 7 février contre Israël. Pardon. 7 octobre. Octobre, excusez-moi. Vous avez raison. Bibi Netanyahou, avec le Qatar, faisait financer Hamas. Oui, bien sûr. Alors on ne sait pas le montant, il y en avait beaucoup. Donc chaque mois, l'avion du Qatar arrivé à l'aéroport Ben Gurion, les gens ne savent pas tellement ça, avec 10 à 30 millions, était ensuite amené, convoyé par le Mossad en jeep de grand luxe jusqu'à la frontière d'Erez, celle qui a été passée si facilement dans l'autre sens, et là les services égyptiens l'amenaient au-dessous sans doute de l'hôpital Al-Shifa, où c'était réparti. Évidemment, le Hamas prenait des frais de dossier qui étaient sans doute non négligeables. Et donc tout ça, pourquoi ? Parce que Netanyahou, avec la bénédiction américaine, etc., finançait le Hamas parce que ça permettait d'éviter la cocotte minute. Et comme autrefois on disait en France, j'aime tellement l'Allemagne que j'en veux deux, les Israéliens, l'establishment israélien aimait tellement la Palestine qu'elle en voulait deux. Et que le Hamas, ça permettait d'avoir une alternative à une OLP qui avait construit une respectabilité internationale après avoir juré qu'elle abandonnait pour toujours le terrorisme, et de dire, vous voyez, ces types-là sont monstrueux, comment voulez-vous qu'on fasse les choses avec eux? Donc aujourd'hui, le même qui fait bombarder la bande de Gaza est celui qui la faisait financer à travers le Qatar autrefois. 10 à 30 millions, était ensuite amené, convoyé par le Mossad en jeep de grand luxe jusqu'à la frontière d'Erez, celle qui a été passée si facilement dans l'autre sens. 7 octobre. La barbarie la plus absolue, et s'ensuit un combat qui s'est étendu progressivement de Gaza à l'ensemble de la région avec des bombardements et des tirs de missiles entre l'Iran et Israël. Des groupes terroristes au Yémen qui menacent la circulation du flux économique mondial en mer Rouge, où nos frégates interviennent, où nos avions interviennent pour protéger la circulation du trafic commercial. Bon, forcément, ce portrait est très noir. Et j'en suis désolé, mais je crois que... Le mec, il te dit ça avec le sourire. Lui, c'est le plus haut gradé de l'armée française. Chef d'état-major des armées, bah t'as vu, les pins, il les a tous. Hein. Il les a tous. Il y en a même là, on sait même pas ce que c'est. Je crois qu'il en a rajouté tellement qu'il y en a. Et le mec, il t'annonce ça. Ouais, bon, je vous dresse un portrait très droit, avec un grand sourire. Et il a tout le temps cette espèce de petit sourire aux lèvres. Bon, la suite, on va écouter la suite quand même. On va pas écouter entièrement, après je vais vous donner la parole, mais c'est important d'écouter ce qu'il dit quand même. Il faut le dire. Je crois qu'il faut le dire.
parce que nous avons la chance d'avoir grandi et de vivre dans un monde en paix. Nos sociétés qui ont vécu l'atrocité de 2 guerres mondiales et qui vivent depuis des décennies dans un environnement pacifié et pensant que la paix était définitivement acquise. On a grandi dans un monde en paix, mais en PET. Voilà. Moi, c'est dans le monde dans lequel j'ai grandi, tu peux le résumer comme ça. Hein. Voilà. Un monde en paix. Malheureusement, tout ce qui se passe autour de nous nous montre que certains ont fait le choix de la force. Et la Russie aujourd'hui est convaincue que les Européens sont faibles. Elle en est convaincue. Et lent. Et pourtant, et c'est là que j'aimerais quand même vous dire tout l'optimisme qu'il faut avoir. Pourtant, nous sommes forts. Nous sommes fondamentalement... Vous êtes un des meilleurs connaisseurs des questions de défense. Je suis heureux de vous accueillir. Christian Combon, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. La guerre continue naturellement en Ukraine, on vient de l'entendre encore. Alors on s'interroge. Si un ennemi attaquait la France, combien de temps pourrait-elle tenir ? Je pense qu'en fait le problème ne se pose pas ainsi. Le problème c'est de savoir comment on passe d'un état de paix à un état de guerre de haute intensité. L'état de paix, on le connaît depuis plus de 75 ans et tous les gouvernements successifs n'ont pas été très généreux avec la constitution de nos moyens de défense, notamment des munitions, qui est toujours un problème important. Régulièrement, nous avons pointé ce problème des munitions qui, je le rappelle, ne sont pas uniquement des munitions pour les pistolets et les fusils, mais c'est aussi tout ce qui relève des missiles. Qu'est-ce que vous avez... Or, il faut des chaînes de production des missiles. Je vous dis, c'est parfois plusieurs années qu'il faut pour les fabriquer. Si nous décidions cet après-midi de commander un missile supplémentaire, il faudrait 3 ans pour l'avoir. Monsieur le sénateur, vous avez dit on manque pas de munitions et vous avez défini les munitions. Mais en même temps, vous dites si ça dure, on n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas tout à fait ce qu'il faut pour Parce durer. Que vous nous inquiétez en disant ça. On n'a pas tout ce qu'il faut pour durer sur un conflit. Mais on apprend actuellement que les Russes eux-mêmes, qui utilisent intensément leurs munitions, commencent à être en difficulté sur certaines munitions. Alors, tous les pays sont confrontés à ça. Il faut savoir passer du temps de paix au temps de guerre. Et ça, on ne l'a pas fait pendant 75 ans. Que les choses soient bien claires. Depuis la dernière guerre, nous avons une alliance, l'Alliance Atlantique, avec son volet défense, c'est l'OTAN, l'organisation de l'OTAN. Tampering, classical sampling, remix of the Roman Empire throughout the land again. Televangelin, bring the American anthem and selling fascism with a democratic packaging. De l'OTAN qui assure, notamment à travers son article 5, la solidarité entre tous les autres pays. Si un pays est attaqué, la Lituanie par exemple, demain, ou la Roumanie, où je serai dans 4 jours, eh bien si ces pays sont attaqués, immédiatement les autres ont le devoir de solidarité. Poutine s'attaquera-t-il à l'OTAN dans les années qui viennent? Écoutez, même le président polonais en parle. J'ai récemment vu des experts allemands qui ont dit que bientôt, peut-être dès 2026 ou 2027, Poutine, en mettant son économie sur un pied de guerre, aura une telle puissance militaire qu'il sera en mesure d'attaquer l'OTAN. Il nous reste 2 ou 3 ans pour augmenter nos efforts, stocker des munitions et produire des armes pour maximiser la sécurité européenne. Il faut se tenir prêt et veiller à ce que l'invasion ne se produise pas. Tout cela doit être fait pour que nous nous battions. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'en remettre uniquement au parapluie OTAN? On appelait ça toujours le parapluie américain. Surtout que le parapluie a des trous, là. Parce que les Américains se désengagent. Non seulement le parapluie a des trous, mais seulement on voit bien que les États-Unis maintenant regardent vers une autre partie du monde, vers l'Indo-Pacifique. Ils sont en confrontation avec la Chine. Et une Chine qui s'affirme comme puissance avec le risque de confrontation avec les États-Unis. Vous avez la première puissance mondiale aujourd'hui qui affiche au cœur de sa défense un horizon 2027 et d'affrontements possibles.
Bientôt, peut-être dès 2026 ou 2027, Poutine sera en mesure d'attaquer l'OTAN. Il faut savoir passer du temps de paix au temps de guerre. Fort, nous sommes fondamentalement plus forts que la Russie. Mais il faut accepter que nous vivons dans un monde en risque et que nous pouvons devoir utiliser la force pour protéger ce que nous sommes. C'est quelque chose qui était complètement sorti de nos discussions familiales, je pense. Moi, c'est ça qui me fait halluciner, comme je vous l'ai dit, c'est que les mecs, à aucun moment, ils envisagent un plan où, genre, on va pouvoir éviter. On va essayer d'éviter ça. On va essayer de faire en sorte que, je sais pas, par la diplomatie, non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus rien. Ils sont tous d'accord sur une chose, il faut se préparer à la guerre. Bon, ça, si ça, c'est pas un agenda, je sais pas ce que c'est. La Russie, au début du conflit, en 2022, c'est moins d'1 million d'hommes et de femmes sous l'uniforme. Aujourd'hui, c'est 1,3 million. Leur projection en 2030, c'est pas loin de 2 millions. 40% de son économie va à l'industrie de défense. Aujourd'hui, la Russie produit plus d'équipements de défense qu'elle n'en consomme sur le front. Elle est clairement dans une phase de préparation de quelque chose d'autre. Alors les Européens, collectivement, sont largement plus forts que la Russie. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut surtout pas être pessimiste. Les Européens réunis, c'est plus d'1,4 million de femmes et d'hommes qui portent l'uniforme, qui sont prêts à défendre les valeurs de leur pays. C'est une industrie extraordinaire. Une industrie. On a en France des techniciens, des ingénieurs, des chefs d'entreprise qui savent produire ce qu'il y a de mieux au monde. La chair à canon. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Par exemple. Donc voilà, elle l'a dit. Il faut que le pays accepte de perdre ses enfants. Et alors aujourd'hui c'est une armée de métier, il y a les militaires professionnels, mais derrière il y a tout ce qui est réserviste et vous savez très bien comment ça se passe, hein. Une fois qu'il n'y a plus de réservistes, il faut encore former d'autres gens derrière. Et évidemment que c'est les jeunes qui iront. Donc, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient prêts à accepter ça, surtout quand on se rend compte que vous planifiez tout ça. Vous êtes en train de planifier tout ça. C'est une espèce de grand agenda, de grande machination. Et en plus, le gars derrière, il te dit tranquillement, il va falloir accepter aussi qu'à un niveau économique, va falloir faire un effort au niveau des impôts pour pouvoir payer des armes aux jeunes qui vont aller se faire buter là-bas. Non, mais personne ne veut de ça. Personne ne veut de ça. On ne veut pas de ça. On veut que vous trouviez des solutions pour éviter ce genre de choses, justement. Et je crois pas que l'ambition des Russes, réellement, ce soit de venir nous casser la gueule à nous, même si c'est le scénario qui est en train de se préparer. Je crois que, après, c'est des acteurs, comme vous savez. Moi, je dis, il y a les gentils et les méchants, hein, ça dépend d'où on se positionne. Mais ils ont l'air tous d'accord ils ont tous l'air d'accord pour faire la guerre. Et un truc qu'on m'enlèvera pas, c'est qu'ils ont tous l'air d'accord pour faire la guerre. Comme pour la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la Seconde Guerre mondiale, les Français, ils étaient pas trop pour, hein.
Les Français, il a fallu tout un conditionnement médiatique, il a fallu qu'ils traduisent Mein Kampf et tout le bordel pour conditionner le Français médiatiquement à la guerre, exactement comme c'est en train d'être fait actuellement. Et les Français voulaient pas y aller parce qu'ils étaient encore sur le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la guerre des tranchées, et les Français voulaient pas y aller. On a conditionné le peuple, on a conditionné, comme quoi les Allemands allaient nous attaquer, si bien qu'à la fin, c'est carrément nous qui avons déclaré la guerre à l'Allemagne. Ouais, ils vont nous attaquer, donc du coup, allez hop, on déclare la guerre. Bon, un quart d'heure après, les Allemands ils rentraient dans Paris. Bah oui, les Français voulaient pas se battre. Les Français voulaient pas, je vous dis, ils étaient sur le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Il y a personne qui voulait y retourner faire la guerre. Et c'est les médias qui ont conditionné, c'est les politiciens qui ont conditionné à fond. Et donc, bah, ça a donné la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est exactement dans le même cas de figure. Je pense 99% des gens n'ont pas envie d'aller bagarrer là, ils n'ont pas envie d'aller faire la guerre avec qui que ce soit. On aimerait bien juste, il y a des problèmes, ça c'est un fait, il y a des problèmes, mais on peut solutionner ces problèmes. Mais eux ils te disent non, il n'y a pas de solution, c'est la guerre. Et ils te projettent ça même sur 3 ans, 5 ans, il n'y a pas de solution. Et bien on a 3 ans là, vous nous dites qu'on a 3 ans, 5 ans... Il n'y a aucun qui se dit on va chercher une solution pendant ces 3 ans que nous offre votre calendrier. Ils ont dit non, c'est le calendrier, c'est comme ça, c'est marqué. C'est pas un calendrier, c'est un agenda. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Allez, on va faire... c'est un sketch. Pour ça, les Russes, les gentils, machin et tout, moi c'est bon. C'est à partir du moment où ils sont tous d'accord pour qu'on se foute sur la gueule, ils bossent tous dans la même équipe. Point final. Bah, je veux dire, c'est exactement la même chose avec la Seconde Guerre mondiale, où on a découvert après que c'était les mêmes financiers qui avaient des deux côtés. Et c'est les mêmes mecs qui finançaient les deux côtés. Et comme vous le savez, l'argent est le nerf de la guerre, bah les gars ils distribuaient l'argent des deux côtés. Allez-y, foutez-vous sur la gueule. Et à la fin, on va choisir qui va gagner. Bon, bah ils vont choisir, on fait qui. Living Astro, Power Righteous Teachers, Assassin, come on. Je suis deep comme Mobb Deep et profond comme l'histoire. Je déchiffre l'historique et ravive la mémoire. Les Bush ont financé le camp d'Auschwitz pour nous la mettre. Et grâce à l'argent de ce dernier, ont créé la CIA en 47. Ils ont aussi financé l'opération Zapata. Kennedy s'y opposa, la suite fut... Le président Truman a fait le projet Paperclip, a fait venir des nazis aux States, des scientifiques travaillant avec des juifs sur des programmes spatiaux et nucléaires. Où est la morale de leur putain de guerre? Je sens l'imposture de l'histoire bien avant que je sois né. Et le 21e siècle ne passera pas à côté. He's a banker, he's a Catholic, he's a Muslim at the master. He's a Judas but he's Jewish and a democratic fascist. He's a mayor, he's a governor, he's a railroad magnate. He's a Chichi undercover, he's a democratic fascist. Crise financière, monétaire, économique. Mais chacune de ces affaires cache la démocratie fasciste. Il crée des crises alimentaires, énergétiques, écologiques. Mais chacune de ces affaires cache la démocratie fasciste.